La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Amis lecteurs de Radio Canal K de Radio Avoleté, bonsoir et merci de votre fidélité sur le 3xwcanalk.ch et le 3xwradioavoleté.com et bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique et la voix du peuple sur Radio Avoleté. Le 7 mars dernier, l'opinion publique apprend avec stupéfaction la disparition de Ferdinand Ité, directeur de publication du journal L'Alternative. L'alerte de la disparition avait été lancée via les réseaux sociaux par un de ses proches collaborateurs à la personne d'Isidore Kouonou. En effet, le dimanche 5 mars, au matin, Ferdinand Ité a reçu une convocation à se présenter au SCRIC le même jour à 15h. D'après l'alerte, le journaliste d'investigation Ferdinand Ité serait sorti de sa maison le dimanche 5 mars à 9h pour aller faire une course et ne serait plus revenu. A-t-il été enlevé? Par qui et pour quelles raisons? Eh bien, amis auditrices et auditeurs de Radio Canal K de Radio Avoleté, telles étaient les questions qui taraudaient les esprits dans l'opinion politique togolaise avant que Ferdinand Ité lui-même ne décide d'apporter des clarifications sur sa page Facebook le jeudi 9 mars dernier. Bonjour à tous, écrit Ferdinand Ité sur sa page Facebook. Ceci est un message de vie pour rassurer tous ceux qui s'inquiètent depuis dimanche. Je vais relativement bien malgré cette effroyable épreuve et je suis plus ou moins à l'abri du danger pour l'instant. Je reviendrai pour plus de détails plus tard. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Fin de citation. Eh bien, avant la disparition, on avait appris sur les réseaux sociaux que Ferdinand Ité et Isidore Kouonou étaient convoqués par la justice pour une comparaison le mercredi 8 mars dans l'affaire qui les a opposés un an plus tôt à deux ministres du gouvernement togolais. En effet, suite à des propos tenus dans l'émission en ligne L'autre journal animé par Isidore Kouonou, le ministre de la Justice, Pius Agbetome et son homologue du commerce Kodjo Adedje ont porté plainte pour diffamation contre Feu Joël Ega et Ferdinand Ité. Il faut rappeler qu'après quelques jours de prison, les deux journalistes incarcérés avaient bénéficié le 31 décembre 2021 d'une libération provisoire, mais le juge avait mis sous contrôle judiciaire Feu Joël Ega, Ferdinand Ité et Isidore Kouonou. Décédé subitement en mars 2022, Joël Ega ne pourra malheureusement pas répondre à la convocation du juge. Et nous profitons de l'occasion encore une fois pour rendre un vibrant hommage à Joël Ega. Y a-t-il un rapport entre cette convocation du juge et le choix de Ferdinand Ité de se mettre à l'abri selon ses propres termes? Pourquoi le SCRIC voulait-il entendre coûte que coûte Ferdinand Ité le dimanche 5 mars dernier? De quelle épreuve effroyable Ferdinand Ité fait-il référence dans le message sur sa page Facebook? Quelle est la nature du danger qui a contraint Ferdinand Ité à choisir de se mettre à l'abri? Est-ce un départ en exil pour le journaliste d'investigation? Pourquoi, contrairement à ses habitudes, Ferdinand Ité a-t-il choisi de ne pas répondre à la convocation du juge? Eh bien voilà quelques questions auxquelles nos invités tenteront de répondre dans ce débat citoyen de ce samedi 11 mars 2023. Merci de votre fidélité sur le 3xwcanalk.ch et sur radioavoleté.com. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, gabegie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Et
éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs, pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe neseng. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. www.canalk.ch, www.radioavolete.com. Débat citoyen. De quelle épreuve effroyable Ferdinand Ité fait-il référence dans le message sur sa page Facebook? Quelle est la nature du danger qui a contraint le journal d'investigation à choisir de se mettre à l'abri? Est-ce un départ en exil pour le journal d'investigation? Pourquoi, contrairement à ses habitudes, Ferdinand Ité a-t-il choisi de ne pas répondre à la convocation du juge? Eh bien, nous lançons le débat citoyen de ce soir avec nos invités qui sont déjà en ligne. Maître Kpandi Adjaré, bonsoir. Bonsoir Amos, je salue les auditrices et les auditeurs de la radio à vous l'été, la radio Canal K. Merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. Maître Raphaël Kpandi Adjaré est ancien président de la LTDH, Ligue Togolais des droits de l'homme. Il est également défenseur des droits de l'homme et également est membre de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie. On accueille toujours en France, justement si je ne me trompe pas, Elliot Kodjo Mabli. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux éditeurs. Maître Raphaël, bonjour. Merci de nous accompagner également. Elliot Kodjo Mabli est conseiller municipal à Nice dans la commune AV2, justement au Togo. On accueille à Liège en Belgique Koko Philippe Amedodji. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, je salue celles et ceux qui, de par le monde, suivent actuellement l'émission Canal K à vous l'été. Koko Philippe Amedodji n'est plus à présenter la diaspora togolaise, il est en Belgique, DTB, donc il est également un de ceux qui ont initié ce projet, jeclique.com, qui soutient les journalistes au Togo. Alors justement, il s'agit de notre confrère Ferdinand Ité. Après l'angoisse d'un enlèvement crapuleux, Ferdinand Ité, journaliste d'investigation, et son avocat ont finalement rassuré l'opinion publique sur le choix du journaliste de se mettre volontairement à l'abri du danger. Plusieurs versions circulent actuellement sur les réseaux sociaux sur les circonstances de la fuite de Ferdinand Ité. Alors, Maître Raphaël Kpandi Adjaré, comment démêler le vrai du faux? Merci beaucoup Amos. J'avoue que c'est un cas qui hante l'esprit de tous les Togolais, de tous défenseurs des droits de l'homme et de tous ceux qui connaissent Ferdinand Ité en tant que directeur de publication du journal L'Alternative et du journal en ligne. Je crois que il est l'initiateur de l'autre journal qui est un journal en ligne. Et Ferdinand Ité n'est plus à présenter sur l'échiquier médiatique togolais ou même du moins du plan international avec le dernier prix qu'il a reçu par les États-Unis. Donc, je pense que rien n'est à mettre de nouveau, mais de toutes les manières, étant donné que lorsque on se sent menacé, et il faut se mettre à l'abri. Mais c'est seulement quand on dit que Ferdinand Ité a choisi de se mettre volontairement à l'abri, je voudrais vraiment qu'on essaye de voir un peu le mot volontaire, parce que nul ne peut volontairement quitter son pays dans des circonstances pareilles. Je parle des circonstances dans lesquelles Ferdinand Ité a décidé de quitter le Togo. Nul besoin de rappeler le harcèlement
et le contexte dans lequel est intervenu ce cas précis dont nous débattons. Et nous savons que Ferdinand Haïté est journaliste d'investigation. Il est le directeur de publication, je ne cesserai de le répéter, du journal L'Alternative. Et nous savons un peu la liberté de presse au Togo. Nous savons comment les journalistes qui sont fouineux contre le régime font l'objet de harcèlement, font l'objet de convocations intempestives par le SCRIC, qui est le centre de recherche et d'investigation criminelle ancien RSSRI, alors que cet organe en réalité n'est concerné en rien aux actes du milieu médiatique. Eh bien, c'est cet organe ou bien c'est cette institution, je dirais même militaire, qui désormais se charge de convoquer les journalistes. Donc nous savons le harcèlement judiciaire et policier dont font l'objet les journalistes. Et je crois que si nous voulons partir d'un cas récent, nous partirons du cas de Petrol Gate, où Ferdinand Haïté, le directeur de publication du journal L'Alternative, a lancé l'alerte comme quoi il y a un détournement d'un montant de 500 milliards des deniers publics togolais. Et ce à quoi nous avons assisté, c'est que cet organe a été attrait à la justice et la justice togolaise l'a condamné et le procès est actuellement pendant devant les juridictions togolaises. Ce procès n'est pas encore fini quand, je crois, en décembre 2022, si ma mémoire en décembre 2021, si ma mémoire est bonne, une plainte a été déposée par deux ministres, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Pius Agbetomé, et le ministre Adedje, qui est le ministre du Commerce, et comme quoi le directeur de publication de l'Alternative, M. Ferdinand Haïté, a tenu des propos diffamatoires à leur encontre. Et je n'oublie pas, entre-temps, la plainte qui a été déposée à la HAC, qui a conduit à la suspension de l'Alternative, et c'est-à-dire la plainte déposée par le ministre Monsieur Kofi, j'oublie un peu le nom de ce député, mais Tcholenyanou, voilà, l'ancien notaire Maître Tcholenyanou, et qui a conduit effectivement à la suspension du journal L'Alternative. Et voilà, tout récemment, je crois que le clic, c'est que Ferdinand Haïté donc a décidé de se rendre à Cotonou. Il a été interpellé à la frontière parce que on demandait à Ferdinand Haïté de se constituer prisonnier, ce qui tombe des nues parce qu'il n'est pas dirigé contre Ferdinand Haïté un procès d'assises ou un procès criminel. Donc, il y avait une audience mercredi, mais Ferdinand Haïté est libre de ses mouvements. Il devait se rendre à Cotonou. On l'interpelle à la frontière, on l'amène au SCRIC. Et puis après, on lui amène une convocation à 11h le dimanche pour comparaître le soir à 15h. Et j'avoue quand même que ça tombe un peu ça sort de l'ordinaire. Tout à fait. Et je crois que c'est du harcèlement. On assiste au musellement de la presse privée au Togo, ça personne ne peut l'ignorer. Mais le cas Ferdinand Haïté sort vraiment de l'ordinaire parce que c'est justement la question que je voudrais vous poser, Maître Raphaël Kpandé-Adjaré. Et quelle est la nature du danger qui a contraint Ferdinand Haïté à choisir de se mettre à l'abri selon vous? Mais c'est tellement clair, Amos. Je rappelle que entre décembre et je crois à mars 2002, Ferdinand Haïté a fait la prison sur plainte des deux ministres que je venais de citer, de nommer, le ministre Pius Agbetomé et le ministre Adedje du Commerce. Et je rappelle que dans ce dossier, il était embarqué avec un de ses collègues, Joël Ega. Je rappelle également qu'au sortir de prison, quelque temps après,
Nous pleurons jusqu'aujourd'hui, Joël, les gars, sans qu'on puisse savoir concrètement ce qui est à l'origine de ce décès après sa sortie de prison. Et donc, mais vous voyez que ce procès, ou cette procédure que nous avons pensé abandonner et clôturer, ou voilà, qu'une ordonnance de non-lieu aurait été rendue, qu'on ressuscite cette procédure parce que tout récemment, il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui est sorti. Nous avons vu Ferdinand Haïté dans l'autre journal et interpeller ou faire des analyses autour de ce rapport. Je crois quand même que c'est dangereux. C'est dangereux de rester dans ce contexte où on fait l'objet de tracasseries judiciaires et policières, et quand une affaire semble finir ou semble terminer, on ressuscite une autre. Mais en tout état de cause, sachez que ce qui attendait Ferdinand le mercredi dernier, c'était en réalité effectivement de le juger, de le condamner et de l'envoyer au fin fond d'une prison. Et nous connaissons bien la justice togolaise à laquelle il est très difficile de faire confiance. Maître Raphaël Kwande-Adjaré, Ferdinand Haïté a toujours répondu aux convocations de la justice, mais pourquoi justement, contrairement à ses habitudes, Ferdinand Haïté a-t-il choisi de ne pas répondre cette fois-ci à la convocation du juge? Ce n'est pas volontaire. Je rappelle que ce n'est pas volontaire que Ferdinand Haïté n'a pas voulu déférer à la convocation du juge. Vous-même, vous l'avez dit. Ferdinand Haïté a été de tout le combat. Il s'est présenté à chaque fois que la justice a besoin de lui, que ce soit dans l'affaire Petrolgate, que ce soit dans l'affaire du député Kofi Tcholenyanou, que ce soit dans l'affaire des deux ministres Pius Agbetomé et Adidje. Il s'est toujours présenté. Mais malheureusement, vous savez, on ne peut pas se mettre parfois comme ça volontairement dans la gueule du loup, de se jeter dans la gueule du loup. On a suspendu son journal et la décision ou le procès est en cours. Il y a des procès qui sont fabriqués de toutes pièces contre lui, et donc vous voyez un peu les signes ont été déjà disons révélateurs de ce qu'il attendait le mercredi passé. Ça c'est clair, mais comment on peut demander à quelqu'un de se constituer prisonnier pour un procès dans le cadre d'un délit de presse? Si délit il y en a. Et donc de lui demander d'aller rester au SCRIC pour être conduit par les éléments de la gendarmerie à ce procès, alors qu'aucun mandat n'a été lancé contre Ferdinand Haïté. Et donc ça préjugeait ce qui allait se passer mercredi, notamment effectivement mettre la justice aux ordres et rendre une décision de condamnation contre Ferdinand Haïté et l'envoyer au fin fond d'une prison. Quand vous voyez tout ça, et tout ce harcèlement, et tout ce qui se prépare contre vous, je pense que vous ne pouvez pas dire que vous avez confiance à la justice de votre pays et aller comme ça vous jeter dans la gueule du loup. Tout à fait. Donc pour vous, il a bien fait de se mettre à l'abri, parce que on fait plus confiance à la justice, et même en prison, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est ça? Écoutez, aujourd'hui, nous avons dans les prisons civiles du Togo plus de 130 prisonniers politiques, en commençant par Pacha Gnassingbé, qui a été libéré par je dirais un groupe de travail des Nations Unies. Le groupe de travail des Nations Unies a rendu une décision, a demandé que Pacha Gnassingbé et Dontema Kokucha Atiabi soient libérés. Mais depuis, les autorités togolaises ont refusé de mettre en application cette décision. À part ça, il y a pas mal de détenus politiques qui ont été torturés et qui ont présenté des signes de torture. Certains sont décédés. Et donc, je ne passe pas sous silence le cas de Dimon Oré et de toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont émis une opinion politique et qui sont aujourd'hui encore en détention. Et donc, je ne pense pas que vous voudriez donc que Ferdinand Haïté aille s'ajouter à ces personnes, quand bien on est utile à cette lutte qu'en étant en liberté. C'est vrai. Alors on va écouter maintenant la réaction de Kodjo
Elliot Kodjo Mablé, conseiller municipal à l'UNC dans la commune AV2. Vous avez suivi tout à l'heure Maître Raphaël Kwande Adjaré qui dit, oui, on ne peut pas se jeter soi-même dans la gueule du loup. On fait plus confiance à la justice, la prison bondée de prisonniers politiques. Même, il n'y a pas de... Oui, on ne peut pas dire qu'il y a... Tous les prisonniers sont en sécurité en prison au Togo. Donc, Ferdinand a été à bien faire de se mettre à l'abri. Quelle est votre réaction, Kodjo Mablé? D'abord, c'est triste ce constat. Et je pourrais même dire que au temps d'Hitler, quand les Allemands ont décidé de condamner ceux qui ont brûlé le Bundestag à l'époque, avant que Hitler ne prenne le pouvoir, la justice, à un moment donné, a condamné quand même les nazis. Même malgré que l'Assemblée allemande était dirigée par un nazi. Vous savez, l'article numéro 10 des droits de l'homme qui dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Moi, je crois que Ferdinand Ité est un éveilleur de conscience. Il nous amène la lumière. On peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer. Il nous apporte la lumière. Et quelqu'un qui apporte la lumière fait toujours peur à des dictatures. Ferdinand Ité n'a pas pris volontairement et n'a pas quitté volontairement le Togo ou ne s'est pas caché volontairement. On l'a poussé à se cacher. On l'a poussé à se cacher parce que sa vie était en danger. Et si des messieurs comme Ferdinand commencent à avoir peur pour leur vie, parce que c'est un monsieur que je connais. Elliot Kodjo Mablé, vous l'avez dit, on l'a poussé. Je vais vous taquiner un petit peu. Qui, selon vous, l'a poussé à se mettre à l'abri? Mais Amos, c'est quelle question vous me posez ça? Qui l'a poussé à se mettre à l'abri? Vous voulez que Ferdinand aille se faire tirer dans la rue, aille se constituer emprisonné, aille rejoindre les Djimoré, les gardes du Tigre qui sont en prison là-bas? La justice est aux autres à Lomé. S'il y avait une justice à Lomé, je pense que Ferdinand a assez fait l'expérience de la justice pour savoir que cette justice est aux ordres. Il a toujours répondu aux convocations de la justice. Mais cette fois-ci, sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, s'il a décidé de se mettre à l'abri, on dit se mettre à l'abri. Moi, je dis toujours, on l'a poussé à se mettre à l'abri, mais c'est parce que sa vie est en danger. Si des gars qui sont devant la lumière comme Ferdinand se mettent à l'abri, imaginez ceux qui sont dans l'ombre. Imaginez ce que vit le peuple togolais. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Moi, Kodjo, je ne me battrai plus pour un État démocratique, mais moi, je me battrai pour un État de droit minimum au Togo. C'est triste. Voilà. En tout cas, Elliot Kodjo Mablé, même le député Abbas Kabo a qualifié d'harcèlement judiciaire la nouvelle convocation de Ferdinand Ité et ses amis dans l'affaire qui les a opposés aux deux ministres du gouvernement togolais. Alors, cette convocation de la justice est-elle une pression déguisée pour contraindre le journaliste au silence sur les dossiers brûlants de l'actualité au Togo, selon vous? Non, moi, je pense que Ferdinand ne se taira pas. Le connaissant, je pense qu'il ne se taira pas. Quoi qu'il fasse, là où il est, il fera toujours des investigations et nous sortira des dossiers, nous amènera à la lumière. Qu'il le veuille ou pas, un jour, ce Togo changera. Qu'il le veuille ou pas, les gens auront la lumière et se lèveront un jour pour un état de droit. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Eh bien, avant de continuer cette émission, avant de relancer, encore une fois, Maître Raphaël Kwande Adjaré, nous allons écouter la réaction du professeur David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo-Debout. Il n'est pas disponible aujourd'hui pour participer à cette émission, mais il nous a envoyé sa réaction en audio que je vous laisse écouter. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Bonsoir Amos, bonsoir à tous. Effectivement, depuis plusieurs jours, nous sommes sans nouvelles de Ferdinand Ité et cette situation est très préoccupante. Ferdinand est une voix critique, une voix bien connue sur l'échiquier des médias et de la politique au Togo. Et sa disparition inquiète en raison surtout des circonstances, puisque plusieurs sources affirment qu'il a été l'objet d'une traque en règle par des éléments des forces de sécurité, et ça c'était le samedi 4 décembre, et sa disparition est intervenue le lendemain, le dimanche 5 décembre. Déjà, il faut se rappeler que Ferdinand avait été privé
de liberté durant plusieurs semaines en décembre 2021, il y a donc un peu plus d'un an, pour des raisons inacceptables et injustes. Pourquoi est-ce que la justice revient encore sur Ferdinand? Pourquoi est-ce que la justice donne le sentiment de s'acharner sur lui à ce point? Et vous vous souvenez que quelques mois avant son arrestation, le président de la Cour suprême avait fait une sortie publique et présenté un tableau très sombre de la justice au Togo. Et si vous le permettez, je vais rappeler quelques-uns de ses propos. Il disait, je cite, « L'effroi, le doute et le discrédit sont les trois éléments qui dépeignent la justice actuellement au Togo. Le juge participe à l'insécurité judiciaire au Togo. » Fin de citation. Et bien sûr, ces propos ne peuvent pas nous rassurer aujourd'hui quand on imagine que c'est cette même justice qui est aux trousses de Ferdinand. Le Front citoyen Togo Debout et Tournons la page, en tout cas, ont sorti un communiqué pour apporter toute leur sympathie, tout leur soutien à Ferdinand dans cette nouvelle épreuve. Et ces organisations n'ont pas manqué de réagir et d'exprimer leur inquiétude quant à l'atmosphère de peur que le pouvoir fait régner sur le Togo. Je crois que dans un contexte où le terrorisme cherche à étendre ses tentacules sur le pays, il faut plutôt rassurer les Togolais par des actes et des propos appropriés, parce que tout le monde le sait, un pays qui est miné par les dissensions ne peut pas réussir la lutte contre le djihadisme. Cette union sacrée qu'on appelle de tous nos voeux, il est impossible de la construire dans une telle atmosphère aussi délétère. Pour finir, je dirais tout simplement, ou je rappellerai que le Front citoyen Togo Debout et Tournons la page, on appelle au pouvoir togolais afin qu'il mette fin au harcèlement judiciaire. Il faut mettre fin au harcèlement judiciaire. Il faut cesser d'instrumentaliser la justice togolaise pour priver de liberté les Togolais qui veulent plus de démocratie et de dignité, c'est tout. Et il faut mettre cette fois-ci cette justice au service du droit et de la lutte contre la corruption. Merci donc de m'avoir tendu le micro et tous nos voeux de pleine santé et de liberté à notre frère Ferdinand Haïté. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Et bien voilà, le Front citoyen Togo Debout et Tournons la page également condamne. Le Front citoyen Togo Debout demande alors au chef de l'État, Fagne Gnassingbe, de tout faire pour que cela n'arrive plus. Un stop aux harcèlements des journalistes au Togo. Alors, Maître Raphaël Kwandela Diaré, tantôt je le disais que le député Abbas Kaboa a qualifié d'harcèlement judiciaire la nouvelle convocation de Ferdinand Haïté et ses amis dans l'affaire qui les a opposés aux deux ministres du gouvernement. D'ailleurs, je pense qu'en début de l'émission, vous l'avez cité d'ailleurs. Alors, cette convocation de la justice est-elle une pression déguisée pour contraindre le journaliste au silence sur les dossiers brûlants, sur la réalité au Togo? Quand Dieu membre pense que non, Ferdinand était même ayant fui entre guillemets le Togo, et ne va jamais se taire. De toutes les manières, autre endroit, autre lutte, je sais que tel que je connais Ferdinand, c'est un monsieur convaincu. C'est des gens, si Ferdinand devait changer d'opinion depuis ou devait se taire, je crois qu'il le ferait depuis. Donc, pour ça, je n'ai aucun doute. Et les jours qui vont suivre nous édifieront beaucoup plus. Mais ce que je voudrais rappeler, par rapport au procès qui devrait se passer, qui devrait se dérouler le mercredi 8 mars 2023. Je rappelle que Ferdinand Haïté a eu une citation à comparaître. Et c'est comme ça se passe. Il a eu une citation à comparaître, comme quoi il y a un procès contre lui le mercredi 8 mars. Cela voudrait dire tout simplement que, voilà, il a la citation à comparaître. Mais d'où vient que, en dehors de cette citation à comparaître le mercredi, pour une affaire d'ailleurs qui, pour nous, était finie, comme l'a dit Maître Padé, mon confrère, l'avocat de Ferdinand. D'où vient le fait que on l'arrête à la frontière et que après un dimanche on lui amène une convocation le matin, lui demandant de comparaître l'après-midi pour quelle autre procédure? À quel sujet? Parce que la convocation est muette. On dit tout simplement que toute personne appelée à convoquer, appelée à comparaître. Oui, mais pourquoi? Pour quelle raison?
alors que Ferdinand a déjà reçu une citation à comparaître pour le mercredi 8 mars. Comment dans une semaine et en l'espace de 3 jours seulement, on peut mettre un citoyen dans un état d'harcèlement et d'harcèlement policier et judiciaire? C'est incompréhensible. Donc, vous voyez tout ça, lorsqu'on est en face de faits pareils, alors que nous savons de quoi est capable notre justice. Je rappelle, et je tiens toujours à le rappeler, que Ferdinand Haïté a fait déjà la prison en décembre 2021 et que la personne avec laquelle il a fait la prison, son collègue Joël Ega, quelque temps après, est décédé. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si vous et moi, on connaît vraiment les circonstances ou bien qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais vous pensez qu'un citoyen, quel que soit son courage, je dirais même quelle que soit sa témérité, va une seconde fois se jeter dans la gueule du loup alors qu'il y a des cas qui sont sous ses yeux? Non, je pense quand même que si Dieu nous a donné la force et la force de réfléchir, je crois que c'est en cela que nous sommes différents des animaux. Je pense quand même que c'est bien que quand vous échappez pour une première fois d'une situation, vous rendez grâce à Dieu, mais la prochaine fois, ne vous laissez pas faire. Et je crois que, bon, ceci étant, il a pu donc se mettre à l'abri, comme on le dit. Mais Ferdinand Haïté n'a pas quitté volontairement le Togo. On l'a contraint. S'il faut qu'on le dise, on l'a contraint. Je voudrais juste ajouter que si Ferdinand Haïté devait quitter le Togo, il devait le faire depuis. Même dans les années de la pure dictature, Ferdinand Haïté devait quitter Lomé depuis. Et c'est pas maintenant qu'il devrait le faire. D'accord. Alors, on va voir la réaction de Coco Philippe Amédodji, qui est de la diaspora togolaise en Belgique, un des initiateurs du projet jeclick.com. C'est un site internet, jeclick.com. Sur ce site, vous pouvez avoir vous retrouver la parution de plusieurs journaux, dont effectivement le journal alternatif de Ferdinand Haïté. Donc, ce projet, les gens disent qu'on ne peut pas se taire face à ce qui se passe au Togo, où les journalistes sont harcelés. Alors, Philippe Kokou Amédodji, rebonsoir. Rebonsoir, Sylvain. Vous avez suivi tout à l'heure Kodjo Mablé et Maître Raphaël Kouandé-Adjaré. Et quelle est la nature du danger qui a contraint Ferdinand Haïté à choisir de se mettre à l'abri selon vous? J'aimerais dire d'emblée qu'il s'agit, et je parle sous le contrôle de l'avocat Maître Kouandé-Adjaré, il s'agit d'une violation, une nouvelle fois, de l'article 26 de la Constitution togolaise qui reconnaît la liberté de presse au Togo. Je ne rajouterai pas, je crois que Maître Kouandé-Adjaré et M. Kodjo Elliott Mablé l'ont précisé suffisamment. Ferdinand Haïté était littéralement sous pression. Ils ont rappelé Petrolgate, ils ont rappelé ce qui convient d'appeler Covidgate, ils ont rappelé les harcèlements du ministre actuel, Maître Dodi Tcholignani. Je crois que tout cela faisait beaucoup. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles, voyant que la presse privée togolaise était sous pression et même asphyxiée économiquement, nous avons été, il y a 3 ans de cela, une dizaine de Togolais dans la diaspora à essayer, je pèse mes mots, de leur donner un coup de main. C'est-à-dire, nous reconnaissons dans ce travail d'investigation, ce travail de diffusion d'informations, nous reconnaissons une œuvre d'utilité publique. C'est la raison pour laquelle nous avions lancé, je crois en janvier 2021, la plateforme jeclick.com que je recommande aux auditrices et auditeurs de la radio à vous l'été, parce que en adhérant à cette plateforme, en achetant 1, 2 ou en s'abonnant pendant 1 an aux journaux privés, à certains journaux privés de la place, nous soutenons directement, efficacement et concrètement le travail ô combien difficile et pénible, voire périlleux, que réalisent des journalistes dans le contexte difficile au Togo. Donc, je rappelle également que beaucoup d'entre nous avions appris avec beaucoup de consternation ces disparitions.
parce que ça survient quelques semaines après l'assassinat, je dirais, horrible du Camerounais Martinez Zongo, rappelez-le, et du journaliste d'investigation également rwandais John Williams Ntwali. Je conclus en disant que c'est quand même dommage que malgré l'adhésion de beaucoup de pays d'Afrique à la liberté de presse et d'expression, des gouvernants continuent à traquer, vraiment à traquer, je pèse mes mots, à traquer des journalistes qui ne font que leur devoir ou leur travail, qui est d'informer l'opinion publique, leur opinion publique nationale et internationale, de ce qui se passe dans leur pays. Donc, c'est vraiment déplorable qu'on ait contraint, que le régime, les gouvernants togolais, aient contraint Ferdinand Haïté, un des plus talentueux journalistes d'investigation au Togo, les contraint à l'exil. Mais comme M. Elliot Mabi l'a dit tout à l'heure, et connaissons la combativité de Ferdinand, même en exil, ou en tout cas en dehors du Togo, il continuera à travailler pour la conviction qu'il a toujours portée, c'est-à-dire faire éclore la vérité et dénoncer l'injustice d'où qu'elle vienne. Donc voilà un tout petit peu le désarroi de nous les Togolais, la déception par rapport à la façon dont la dictature au Togo agit et continue à agir. Nous espérons que l'opinion internationale et les partenaires techniques et financiers du Togo se saisiront de ce dossier pour interpeller les gouvernants sur vraiment les menaces que les gouvernants font peser sur la liberté et sur la vie des journalistes au Togo. D'accord. Avant de continuer cette émission, bien sûr, débat citoyen, nous allons écouter une réaction de Komlan Kougli, qui est secrétaire général de MOTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Il a aussi réagi, il a condamné ce qui se passe actuellement avec Ferdinand Thier. Nous l'écoutons et on revient dans quelques minutes. La voix du peuple. Tout d'abord, j'aimerais exprimer notre ferme condamnation concernant la persécution et le harcèlement incessant dont a été victime Ferdinand Haïté. Condamner également cette persécution et ce harcèlement permanent, inarrêtable, dont ont été victimes l'ensemble des journalistes et le journal L'Alternative en particulier et ses rédacteurs, ses animateurs. Et donc aujourd'hui, ces persécutions et ces harcèlements sont quasiment arrivés à leur fin, c'est-à-dire faire chasser du pays Ferdinand Haïté qui a échappé à la prison ou à une mort certaine, comme l'a connu Joël Ega, qui vient de fêter dans la tombe son anniversaire, l'anniversaire de son incarcération. Donc, je pense que il faut d'abord s'insurger contre cet harcèlement et cette persécution. Ferdinand Haïté, connu pour le tranchant de ses analyses, il fait partie des journalistes qui font du bon boulot dans ce pays, mais comme nous l'avons toujours dit, la liberté de presse et la liberté d'opinion ne peuvent pas être une réalité dans une tyrannie héréditaire de type colonial. Et comme la nature du régime togolais, c'est une tyrannie héréditaire de type colonial, eh bien ce régime peut tolérer la liberté de presse jusqu'à un certain point, mais une fois que les limites sont dépassées, eh bien ce régime réagit. Et c'est ce qui s'est passé avec Ferdinand Haïté. Donc il faut être lucide, condamnation ferme de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, le harcèlement dont sont victimes des journalistes dans ce pays, l'assassinat d'un certain nombre de journalistes, la persécution permanente. Et une fois qu'on a dit ça, regarder la situation froidement et dire que tant que ce régime restera vivant au Togo, eh bien, ce que Ferdinand vient de vivre sera toujours le lot du quotidien des Togolais. Donc, la liberté de presse est incompatible avec ce type de régime. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous témoins
de ce que Ferdinand Ité et sa rédaction vivent. Donc, c'est encore une fois aux Togolais de prendre leurs responsabilités en sortant des guéguerres entre partis politiques et associations dites de la société civile pour s'inscrire dans une véritable lutte de libération, pour casser ce régime-là et reconstruire le pays sur la base de nouvelles règles qui permettront à chaque corporation, à chaque métier, notamment aux journalistes, de faire leur travail de manière sécurisée, de manière correcte et de manière tranquille. Donc c'est ça la solution. Donc le régime togolais étant ce qu'il est, il est tout à fait normal que ce régime réagisse comme ça à l'égard de Ferdinand Ité, d'un journaliste qui dérange, d'une rédaction qui dérange, et je pense que l'alternative n'est pas le seul journal à connaître ce type de situation. Nous avions vu récemment Liberté et bien d'autres journalistes qui ont des ennuis régulièrement. Donc, encore une fois, c'est aux Togolais d'assumer les responsabilités. Il peut pas y avoir de liberté de presse sous un régime dictatorial, sous un régime tyrannique. Tout ça, c'est du folklore. C'est-à-dire que le régime fait une sorte de maquillage en tolérant une certaine liberté de presse, mais une fois que ces libertés, une fois que ces limites sont franchies, eh bien, ce régime frappe. Et donc, c'est dans la nature de la dictature que de réagir comme ça. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas grand-chose à dire aux Togolais. Je pense que la puissance du régime togolais, la capacité d'action du régime togolais est proportionnelle à notre désorganisation, à la désorganisation du peuple togolais, à sa fuite en avant, à sa dispersion, à la désorganisation totale, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Tout le monde a démissionné. Pire, nous sommes gangrénés, c'est-à-dire que les mouvements soi-disant qui veulent lutter pour libérer le Togo sont gangrénés par des gens qui sont des doubles couteaux, des doubles tranchants, des couteaux à double tranchant, qui font semblant de combattre ce régime, mais tout à fait en le servant. Donc, il n'y a plus aucune idée aujourd'hui qui fédère dans les rangs du peuple. Tout le monde est dispersé. Nous sommes minés par des conflits interpersonnels de bas étage, des haines, des choses sans tête ni queue. Et le summum de tout ça, c'est que chacun se livre à des guerres. On se livre à des guerres intestines via les réseaux sociaux où on s'insulte, où il n'y a plus rien. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que un courant patriote s'élève au-dessus de cette mêlée puante pour prendre ses responsabilités, dégager tout ça et ensuite s'attaquer au régime pour le faire tomber et reconstruire le pays. Donc c'est ça la solution, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir une liberté d'expression, liberté de presse dans un pays où règne une dictature qui a 60 ans maintenant. Donc nous nous trompons et je pense que nous pouvons condamner ce qui est arrivé à Ferdinand autant que nous voulons. Nous pouvons continuer comme ça, en bavardant, en sortant de gros mots contre le régime, mais en réalité, c'est que la situation du régime est proportionnelle à l'organisation que le peuple a mis en place pour pouvoir le combattre. Et donc, la puissance de ce régime est l'expression véritable de ce que le peuple togolais lui oppose comme résistance. Donc maintenant, la balle est dans notre camp. Sinon, nous allons connaître des situations, encore une fois, difficiles comme celle que vient de vivre Ferdinand Ité, quoi. Donc, c'est ça moi, ce que je peux dire. Et la désorganisation des Togolais donne de l'énergie et de la force à ce régime. Si nous voulons que tout ceci cesse, eh bien, il va falloir retrousser nos manches, travailler, redevenir sérieux, discipliné autour d'un leadership véritable, capable de pouvoir conduire un véritable mouvement de libération du Togo, ce que le Moltra a toujours appelé un tsunami populaire. Mais quand on voit le désordre et le bordel qu'il y a dans nos rangs, eh bien, on peut dire que nous avons du boulot à accomplir. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.
Eh bien voilà, Maître Raphaël Kouandiadjaré, il y a beaucoup de réactions que nous avons reçues au niveau de Canal K de Radio Avouleté, mais on ne peut pas tous les passer dans cette émission, bien dans ce débat citoyen d'aujourd'hui. Alors, que devons-nous faire face à cette situation? Oui, il y a déjà ces harcèlements qui pèsent sur les journalistes au Togo, Coco Philippe Amedou l'a relevé tout à l'heure. Alors, nous sommes au niveau de la diaspora. Comment nous pouvons soutenir ces journalistes, notamment Ferdinand Té, selon vous, Maître Raphaël Kouandiadjaré? Merci beaucoup. Je crois que d'abord, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je pense que vous allez nous donner après un dernier, la parole pour conclure l'émission. Mais je voudrais quand même que tous les Togolais sachent que ce qui se passe au Togo est très dangereux. Est très dangereux pour l'avenir de la nation togolaise. C'est très dangereux pour notre vivre en commun. Et ce que la dictature est en train de semer, ce n'est pas pour mettre en cohésion tous les Togolais, mais en principe, c'est dangereux pour notre avenir commun. Pourquoi je le dis? Contraindre des citoyens togolais à quitter leur territoire est une chose gravissime. Gravissime en ce sens que c'est en violation de la Constitution, parce que la Constitution a clairement dit que nul ne peut être contraint d'entrer sur son territoire et nul ne peut être contraint de quitter son pays. Bon, en tout cas, je vais vous laisser continuer. Quelqu'un m'a dit, justement, je pense que c'était hier, dit, je ne pense pas que Ferdinand Té fuit la prison au Togo, c'est l'État même, la condition que vivent les prisonniers au Togo. Il ne peut pas se sentir en sécurité en prison. Non, mais qu'est-ce que Ferdinand Té a fait pour mériter la prison? Il a fait quoi pour mériter la prison? Pour avoir lancé l'alerte? Pour avoir dit qu'il y a détournement de 500 milliards, alors qu'il y a effectivement détournement de 500 milliards. Le rapport de l'institut, je crois de l'institut des finances, l'institut des finances du ministère de l'économie et des finances du Togo est là, qui a dit qu'il y a détournement de près de 500 milliards. Les chiffres sont là, 400 quelque chose milliards. Donc ce rapport est là. Et nous avons vu comment le gouvernement togolais a réagi contre ce rapport. C'est pas Ferdinand Té qui a publié le rapport de la Cour des comptes. Ce rapport est également là. Donc, c'est au lieu de poursuivre ceux qui sont trempés, pieds à la tête, dans le détournement des deniers publics, on poursuit le lanceur d'alerte. Qu'est-ce que Ferdinand Té a fait pour mériter la prison? Et donc, pour moi, je pense que ce qui se passe au Togo, les Togolais doivent savoir que c'est grave. Et pour cela, pour moi, j'interpelle la société civile à laquelle j'appartiens et les partis politiques de l'opposition. Il faut que les gens commencent par savoir que la dictature continue par se renforcer et que ça devait nous interpeller à terre nos petits égos, nos petits calculs. C'est ça. Et donc, nous devons savoir que contre cette dictature, aucun sacrifice n'est trop grand. Contre cette dictature qui continue par se renforcer jour et jour, après l'élection présidentielle du 22 février 2020, vous avez vu comment tous les espaces de liberté sont mis sous éteignoir, sont restreints et on donne prétexte de l'existence du virus du Covid mais plus personne ne peut manifester. Aujourd'hui, on annonce les élections régionales, les élections législatives, mais les partis politiques ne peuvent pas avoir accès à certains endroits du pays, tout simplement parce que c'est comme ça, le régime il a décidé que c'est comme ça et que ça devait être comme ça. Donc ce qui se passe doit nous interpeller. Maintenant, quant à ce qui arrive aujourd'hui à Ferdinand, nul n'est à l'abri. Et bien, mais je crois quand même que moralement, nous devons être solidaires à l'endroit de ce combattant de lutte qui a éclairé, qui est un veilleur de confiance, comme l'a dit monsieur Mablé, Elliott, et qui effectivement a informé les Togolais au péril de sa vie, je dis bien au péril de sa vie,
sur des questions d'enjeu national, parce que n'eût été Ferdinand Haïté, qui aurait su que cette affaire de pétrole gate, des affaires qui impliquent les Adjakli, qui aurait su qu'il y a cette affaire? Personne n'aurait su que plus de 500 milliards des deniers publics togolais ont été engloutis par une famille. Personne n'aurait su ça. Et donc, c'est un travail d'utilité publique. Dans certains pays, les journalistes qui font un travail pareil sont adulés par le pouvoir, sont même auréolés des prix, sont même, pourquoi pas, ils bénéficient du soutien. Mais contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux, chez nous, lorsque vous faites ce travail qui est qualifié même d'utilité publique, on ne fait que vous harceler, on cherche à vous mettre sous éteignoir, et si on n'arrive pas à fermer votre bouche, c'est au fin fond d'une prison où vous contraignent à quitter le territoire du Togo. Et c'est dommage. Et donc, je crois que en cela, nous sommes tous interpellés, et les Togolais, et les partis politiques de l'opposition, et les organisations de la société civile, pour dire que, attention, ce que cette dictature est en train de faire, ce n'est pas contre Ferdinand seul, ce n'est pas contre X seul, mais bon, ça peut arriver à tout un chacun dès lors que vous avez une opinion dissidente contre ce qui se passe en place. En tout cas, à qui le tour pourrait-on dire, puisqu'il y a encore des journalistes au Togo, devons-nous dire qu'on met la pression sur ces journalistes? Taisez-vous, bien coupez-nous la langue si vous ne voulez plus que l'on parle. Alors, Elliot Joe Mable, vous êtes conseiller à l'INSEE dans la commune AV2 au Togo. Vous avez écouté tout à l'heure Maître Raphaël Condé Adjaré que oui, ce qui se passe, ce n'est pas contre Ferdinand, mais c'est contre, si on peut dire, contre le peuple togolais. Nous devons nous réveiller, nous devons nous réorganiser, mais à chaque fois, on subit, on réagit, on s'indigne, et puis ça s'arrête là. Que proposez-vous concrètement face à cette situation? Elliot Joe Mable. Écoutez, moi, je pense que il faudrait remobiliser les gens. Il faudrait amener la lumière aux gens. Et vous savez, le cas de Ferdinand, c'est un cas qui doit nous interpeller parce que il y a beaucoup de réfugiés politiques, économiques au Togo. Les gens qui quittent, quand vous voyez les enfants qui prennent le bateau, qui vont à Dakar, prendre le bateau pour l'Europe, tout ça là, c'est ce que Ferdinand dénonce par ses investigations qui poussent nos enfants, nos frères à partir en aventure. Et je crois qu'il est temps que le Togolais se ressaisisse. Il est temps qu'on se lève, qu'on parle et qu'il y ait des actions qui suivent. Parce que s'indigner, c'est bien, c'est le début, mais il faudrait quand même contraindre ce gouvernement à respecter les droits de l'homme. Parce que c'est le fondamental pour un état de droit, c'est le fondamental pour le vivre ensemble. On ne peut pas être dans une maison et la personne le plus costaud décide de qui doit respirer, qui doit pisser, qui doit manger. Non, ce n'est pas bon. Si le Togo est une république, comme ceux qui nous gouvernent le prétendent vraiment, qu'ils fassent profil bas, qu'ils acceptent les critiques, qu'ils laissent les journalistes travailler parce que en apportant la lumière aux gens, Ferdinand ne fait pas que critiquer le gouvernement. Ferdinand critique aussi l'opposition. Ferdinand, la dernière fois, il a parlé de l'occupation comment on appelle, des trottoirs et ce que ça doit apporter pour la République si tout était bien fait. Mais voilà, c'est dommage, c'est dommage. Donc, vous appelez également à la mobilisation générale. Nous sommes de la diaspora actuellement. On n'est plus écouté par la diaspora également. Mais oui, la diaspora aussi, elle est divisée. Il y a trop de divergences d'idées, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mobiliser. Alors, justement, donc, Philippe Amedodji, vous êtes de la diaspora DTB en Belgique. Que comptez-vous faire concrètement? Je sais que vous faites beaucoup d'actions. Vous avez déjà initié jeclique.com pour soutenir les journalistes au Togo. Mais voilà, Ferdinand est contraint à l'exil. Il faut qu'on parle sa langue de bois. Il est contraint à l'exil. On l'a forcé. Il veut pas quitter ce pays. Il aime bien l'Afrique, mais on l'a contraint. Il peut pas se jeter dans la gueule du loup. C'est ce que vient de dire Maître Raphaël Condé Adjaré. Doit-on toujours continuer à s'indigner que s'indigner? Comment est-ce que nous devons le soutenir? Comment est-ce que nous devons revoir cette mobilisation au niveau de la diaspora d'abord? Coco Philippe Amedodji. Je suis d'accord avec
mon compatriote Elliot Mably qui disait qu'il faudrait reprendre le chemin de la mobilisation. D'ailleurs, la DTB, Diaspora Togolaise de Belgique, dont je suis l'un des acteurs, avons pris des dispositions depuis mardi dernier pour signaler le cas d'harcèlement à l'endroit de Ferdinand Haïté et nous attendons des retours. Je ne dévoilerai pas ici, je n'irai pas plus loin dans les détails des actions que nous avons prises et qui pourraient porter fruit. Je ne retournerai pas là-dessus, mais c'est pour vous dire que à notre échelle, en tout cas à l'échelle de la Belgique, nous avons engagé une série d'actions et nous osons croire que ça pourrait aider, en tout cas, à clarifier une série de choses. Vous savez, Maître Mandé Adjari le disait tout à l'heure, nous nous retrouvons dans un pays surréaliste, où ce sont les victimes, ou ceux qui dénoncent les crimes économiques qui sont traqués. Et les coupables bénéficient de l'impunité totale, voire même parfois de promotion. C'est quand même grave. Sylvain, savez-vous, vous l'avez dit la fois dernière, en organisant une émission sur le dernier détournement, en tout cas la dernière crise en date. Les Togolais, alors qu'ils subissaient de plein fouet les conséquences de la pandémie au Covid-19, les Togolais se sont retrouvés avec un gouvernement qui a dépensé 40% des fonds mobilisés contre le Covid, ils l'ont dépensé en violation des accords de prêt et en violation des règles des finances publiques au Togo. Et ça, on veut interdire à Ferdinand Haïté ou aux autres journalistes d'en parler. C'est pas grave ça, c'est terrible. On est dans quel pays? Donc l'argent du contribuable. Je rappelle que les fonds qui ont été mobilisés pour combattre le Covid, à 75% sont des prêts que tous les Togolais et leurs enfants vont payer dans les mois, dans les années à venir. Et ça, on veut que les Togolais ne disent rien, se contentent des déclarations du gouvernement. Et qu'est-ce qui explique surtout, qu'est-ce qui explique selon vous surtout ce silence des Togolais, je parle des Togolais qui sont au Togo, je dis, la diaspora n'en parlons même pas. Qu'est-ce qui explique ce silence-là? C'est que des répressions, on a peur des répressions policières, bien, comme on le dit souvent, on est fatigué de la lutte. L'opposition nous a fait ça, on est fatigué, c'est ça qui explique. Puisque beaucoup de Togolais connaissent bien Ferdinand Haïté, ils sont bien informés. Ils aiment bien aussi. Les Togolais aiment bien quand même Ferdinand Haïté. Et Sylvain, je vais vous dire, il y a deux choses, et je termine par là. Votre interlocuteur, votre invité, en la personne de l'honorable député Jerry Tama, disait la fois dernière que le problème au Togo, c'est que même à Lomé, il n'y a que 15 à 20% des gens qui sont au courant des crimes, ou en tout cas de la mauvaise gouvernance au Togo. Plus on monte à l'intérieur du pays, moins les gens sont au courant, sont informés. D'où l'utilité que l'information passe. Mais comme le régime, la dictature au Togo, surfe sur l'ignorance des gens par rapport à ce que nos gouvernants font des deniers publics, on peut dire, j'allais dire que c'est logique que le gouvernement coupe la tête à tous les journalistes d'investigation qui font correctement leur travail. C'est ça le problème. Moi, je dis, le problème, le manque de réaction, le manque ou la faiblesse de mobilisation des populations vient essentiellement du fait que le régime empêche l'information sur la mauvaise gouvernance de circuler au Togo. Donc, le problème reste intact. Donc, la lutte doit commencer, ou en tout cas, doit s'articuler les jours et semaines à venir sur la diffusion des informations. Donc, il faudrait que les personnes à l'intérieur du pays soient au courant de comment
les gouvernants gèrent les deniers publics au Togo, les crimes politiques et les crimes économiques qui sont commis par ce régime, les crimes sociaux qui sont commis par ce régime. À partir de là, les populations pourront réagir convenablement lors des prochaines consultations électorales pour sanctionner ce régime-là ou bien pour trouver des voies et moyens pour réaliser l'alternance politique au sommet de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant que le régime, en violation de l'article et des articles 25 et 26 de notre Constitution, empêchera les gens d'avoir des opinions et de les diffuser sur la façon dont le pays est géré, nous subirons toujours cette forme de dictature du silence. Et il faudrait que cette dictature soit brisée d'abord pour que nous puissions évoluer. La mobilisation générale doit continuer dès maintenant. Alors, Maître Raphaël Kouanda-Diaré, au niveau de la Belgique, nos confrères, ou bien nos compatriotes plutôt, j'allais dire, vu commencer déjà cette mobilisation, on s'indigne, on subit. Maintenant, le journaliste Ferdinand Ité est contraint à l'exil. Il faut qu'on le dise sans langue de bois, il est contraint à l'exil. Que devons-nous faire concrètement? Je sais qu'on se répète, mais dans quelles conditions? Comment devons-nous réorganiser sur la diaspora? Mais même si ceux qui sont restés au pays disent que oui, on a encore peur de ces répressions, on est fatigué de la ligne parce que l'opposition est divisée, la société civile est divisée. Donc voilà, les journalistes sont harcelés. Maintenant, le cas de Ferdinand a été fait peur aussi. Est-ce que d'autres journalistes vont subir la même chose? Maître Raphaël Kouanda-Diaré. Amos, merci. Je crois que je vais dans le sens de Monsieur Amedoudji, Kokou Philippe, qui a parlé effectivement de la remobilisation et face à la recrudescence et au renforcement de la dictature, nous ne devons pas nous indigner. Nous ne devons pas nous indigner. Et je crois que notre indignation et notre désunion ne feront que renforcer la dictature. Et il faut nous mobiliser. Alors, moi, je reste toujours croire que il faut avoir en vue des valeurs ou des revendications autour desquelles, d'une manière ou d'une autre, on peut asseoir des mobilisations. Et aujourd'hui, le problème fondamental au Togo, c'est la question des libertés de manifestation, de la liberté d'expression. Et puisque c'est lui qui nous réunit avec le cas Ferdinand. Moi, je crois que il faut asseoir cette mobilisation autour de 2 ou 3 revendications fondamentales. D'abord, nous savons que il y a des prisonniers politiques et que c'est parce que l'opposition togolaise assoit des revendications, fait des manifestations. Et c'est dans le cadre de ces manifestations qu'on a arrêté des gens depuis décembre 2018 et qui sont encore en détention. C'est des gens qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations de la C14 et du Parti national panafricain et qui sont encore en détention, certains décédés, d'autres torturés, malades, qui sont encore en détention. Donc, la question de la libération des prisonniers politiques est une question pressante. Elle est très pressante. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, nous savons que c'est dans le cadre de la liberté d'expression. C'est dans le cadre des compétitions électorales, cherchant à démettre ou à renverser cette dictature, que des citoyens togolais sont contraints à l'exil. Le président Agbeyome est là, l'ancien ministre Boko est là, Monseigneur Philippe Kodjiro est là, qui sont contraints aujourd'hui de quitter leur territoire. Le commandant Olivier Ama est là et tant d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est Ferdinand Ité. Donc, nous savons que c'est dans le cadre de la lutte que ces personnes sont contraintes à l'exil. D'où la nécessité de demander de créer un rapport de force pour demander au régime de favoriser le retour de toutes ces personnes au bercail. Parce que le Togo, c'est notre patrimoine commun. Et ensuite, ceci étant alors, lorsque ces 2 revendications seront satisfaites, et donc, on sera obligé alors à mener des discussions, à ouvrir des discussions sur les réformes politiques et économiques pour relancer le développement de notre pays. Et je crois que c'est comme ça, et pour moi, la remobilisation de l'opposition et de la société civile togolaise tourneront autour de ces 3 axes. La libération des prisonniers politiques,
le retour des personnes contraintes à l'exil et l'ouverture des discussions pour faire des réformes politiques, économiques. Et quand je parle de réformes politiques, économiques, sécuritaires, nous avons aujourd'hui tout le nord presque le nord du pays, la région des savanes, qui est en train d'être convoitée ou bien d'être en train d'être prise par les groupes terroristes. Nous avons donc cette question sécuritaire. Et donc, je crois que la question électorale, bientôt la réforme, mais nous savons que le cadre électoral n'est pas celui-là qui doit amener à la transparence électorale pour que les élections soient acceptées de manière minimum. Et donc, nous pensons que il faut que ces trois revendications, je ne dis pas que c'est une panacée, mais il faut que ces trois revendications puissent hanter l'esprit des Togolais, parce que c'est dans la lutte que ce que je venais de lister dans les prisonniers politiques, les personnes contraintes à l'exil, c'est dans le cadre de cette lutte-là que nous enregistrons ces violations massives des droits de l'homme. Donc moi, je pense que autour de ces concepts, on peut nécessairement relancer une bonne mobilisation. En tout cas, pour conclure ce débat citoyen, vous venez d'évoquer tantôt, bien vous l'avez sorti plusieurs fois, ce mot mobilisation, remobilisation, entre autres sujets également, pour conclure cette émission avec vous, Maître Raphaël Mandé-Adjaré, l'appel de Maître Doudia Pévon pour une mobilisation générale citoyenne où la société civile prendra le devant de cette lutte. On sait que vous êtes très proche de la DMK, Dynamique Monseigneur Philippe Fanko-Kodjo, cette dynamique qui regroupe déjà des partis politiques et société civile. Alors, DMK a repris aussi la sensibilisation, comme l'ANC, comme aussi d'autres partis également. Alors, Maître Raphaël Mandé-Adjaré, comment arriver à cette synergie d'action? Je pense que l'appel de Maître Paul Doudia Pévon pour un grand mouvement citoyen, c'est un bon appel. C'est un très bon appel. Et je crois aussi que pour amener la société civile à prendre le devant, c'est pour éviter effectivement les calculs politiciens et les calculs, les petites querelles politiques. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut nécessairement avoir des concepts fédérateurs autour desquels il faut asseoir la mobilisation. Et pour moi, tout appel ou tout sujet qui va aller dans le sens de la mobilisation pour sortir le Togo des griffes de la dictature et de la mauvaise gestion qui risque d'engloutir les générations à venir est la bienvenue. Et je reste aussi convaincu que la DMK a fait un travail et que le 22 février 2020, il y a eu une confiance des citoyens du peuple togolais qui a été placée à la DMK. Ça, tous les partis politiques de l'opposition et les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 22 février 2020 le savent et ils l'ont dit clairement par communiqué. Ils ont reconnu quand même que la DMK a pris de l'avance. Donc, je reste toujours convaincu et je suis très... je reste dans l'espérance, j'ai l'espoir que ces convergences, l'appel au grand mouvement citoyen de Maître Paul Doudia Pévon, ce que la société civile est en train de faire, le travail CABA, la dynamique Monseigneur Kodjo au plan national et au plan international, je reste convaincu, et c'est tout mon souhait, et c'est tout le souhait du peuple togolais, que ces différentes convergences, ces différents points de vue se convergent un jour pour faire un. Et je crois que c'est en cela que nous arriverons à créer un rapport de force qui nous amènera à asseoir à ouvrir des discussions pour le bien-être du peuple togolais. Et donc, je lance un appel à tous les responsables de la société civile, au plan national comme au plan international, que tu sois dans la diaspora. Un appel à tous les responsables des partis politiques, au plan national comme au plan international. Je lance également un appel à toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui ne sont ni de la société civile ni des partis politiques, à prendre le problème à bras le corps. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir de toute une génération. C'est l'avenir de toute une nation. Parce que ce qui se passe est très grave. Renvoyer les Togolais de chez eux pour aller trouver abri ailleurs dans d'autres pays. Nous avons vu un peu comment ça se passe en Tunisie. Nous avons vu comment ça se passe aux États-Unis où vraiment c'est la difficulté, c'est toute la difficulté. Et donc, il faut que le Togo reprenne les rails du développement et de la démocratie. Et ce serait pour le bien de tous les Togolais. Enfin, si vous voulez que je conclue cette émission, je voudrais interpeller les missions diplomatiques
et consulaires accrédités au Togo. Par rapport au cas précis de Ferdinand Haïti, je ne peux pas savoir que ces missions diplomatiques et consulaires accréditées dans notre pays voient des droits de l'homme être violés constamment, la liberté de presse. On nous dit que nous devons signer des accords. Il y a des partenaires qui nous apportent de l'aide. La Banque mondiale, la Banque africaine pour le développement, la BAD, et toutes, les institutions de Bretton Woods. Le Togo vient d'adhérer aux institutions de Bretton Woods. Je voudrais lancer un appel à toutes ces institutions, à toutes ces missions diplomatiques et consulaires accréditées dans notre pays et qui nouent un partenariat avec notre pays, de regarder comment les deniers publics sont gérés, comment l'argent prêté est géré, comment on peut continuer par emprunter de l'argent au pays alors que le citoyen togolais ne profite pas à cet argent et que cet argent, les rapports sont là. Le rapport de l'Institut des finances de l'inspection générale dans le dossier de Petrolgate à Djakli, il est là. Le rapport de la Cour des comptes est là par rapport au fonds Covid. Ça, c'est la gestion 2020. On ne connaît pas ce qui était fait de la gestion 2021. On le saura bientôt. Donc, je lance un appel à toutes ces institutions, à toutes ces systèmes. Comment vous pouvez vous taire sur des cas de violation des droits économiques et sociaux et des droits politiques des citoyens sans interpeller les gouvernants en place? La comédie que le gouvernement est allé jouer devant l'Assemblée nationale la dernière fois. Mais ça, quand même, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Et je crois quand même que les Togolais ne sont pas prêts à se taire et à continuer par assister passivement et indéfiniment à ces violations de ces droits. Et je crois que, un beau matin, tout ça là, ce serait un point, un trait, et que cette dictature est appelée à partir. En tout cas, merci beaucoup, Maître Raphaël Pandiadjaré. Je rappelle que vous êtes ancien président de la LTDH, Ligue Togolaise des droits de l'homme. Vous êtes défenseur des droits de l'homme et membre de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. On va également conclure ce débat avec Elliot Kodjo Omamble. Je l'ai dit tantôt, on a parlé de mobilisation. Vous-même, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué. Et là, vous avez su que Maître Dodi Apevon de FDR a lancé un appel aussi à une mobilisation générale citoyenne où la société civile doit prendre le devant de cette lutte. Et quelle appréciation donnée à cet appel de Maître Dodi Apevon et que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, Elliot Kodjo Omamble? Moi, j'adhère à tout. Moi, j'adhère à tout ce qui est appel à la mobilisation générale, tant que c'est pour les droits de l'homme, tant que c'est pour un état de droit. Moi, j'y adhère et j'appellerai, pour conclure, les Togolais à une prise de conscience, à un sursaut d'orgueil. Il faut que les Togolais se lèvent parce que quand ils disent « je ne suis pas catholique », quand ils viennent arrêter les catholiques, « je ne suis pas protestant », quand ils viennent arrêter les protestants, quand ils arrêtent les journalistes, « je ne suis pas journaliste », un matin, ils viendront les arrêter et personne ne sera là pour crier. Alors, mes chers amis Togolais, prenez conscience, levez-vous pour que cette lutte-là, on la mène jusqu'au bout. Merci. Merci, c'est très court mais c'est très poignant. Ce message est très poignant et lourd également. Donc il faut comprendre le contenu. Merci beaucoup, Elliot Kodjo Omamble. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à l'ANC, Alliance nationale pour le changement, dans la commune AV2 au Togo. On va conclure également avec Koko Philippe Amedodi, un des initiateurs de ce projet jeuclic.com, c'est un site internet sur lequel vous pouvez retrouver la plupart des parutions des journaux au Togo, dont le journal L'Alternative. Alors que direz-vous pour conclure ce débat? L'appel de Maître Dodi Apevon, on va quand même reconduire un débat comme il faut là-dessus, mais quelle est votre réaction là-dessus où Maître Dodi Apevon disait qu'il faut une mobilisation générale où la société civile doit prendre le devant de ce combat? La DMK regroupe déjà des partis politiques et sociétés civiles. Comment reprendre cette synergie d'action? Que direz-vous pour conclure ce débat, Koko Philippe Amedodi? Je crois que la proposition de Maître Dodi Apevon, le premier responsable des FDR, est de bon ton et tombe à point nommé. Tous les intervenants s'accordent à dire, ou bien même tous les observateurs de la vie politique togolaise, s'accordent à dire que tout Togolais aujourd'hui demeure un prisonnier potentiel de la dictature au Togo. C'est-à-dire que la dictature au Togo refuse toute critique. En tout cas, toute critique
de la gestion publique est dorénavant un délit, considéré comme un délit et passible de poursuites judiciaires, d'emprisonnement, voire où la personne qui craint pour sa liberté est obligée ou en tout cas est contraint à l'exil, ce qui est gravissime. Donc, comme mon prédécesseur vient de le dire, ce qui vient d'arriver à Ferdinand Haïté, journaliste, peut arriver à tout Togolais. D'où la nécessité pour nous tous, Togolais, d'en prendre conscience et d'agir en conséquence. Pour appuyer l'appel lancé par un des leaders de l'opposition, je suis d'accord également que la lutte dans les jours, les semaines à venir doit se baser sur une dynamique citoyenne. Une dynamique citoyenne qui doit s'appuyer comme les ESC, les organisations de la société civile, l'ont lancé la semaine dernière, qui doit s'appuyer sur des revendications concrètes. Il y a nécessairement, en tout cas dans le contexte des élections qui se préparent au Togo, il faut nécessairement, et ça, nous insistons là-dessus, que tous les prisonniers politiques soient libérés. On ne peut pas organiser des consultations politiques électorales au Togo et en même temps garder des gens qui ont été mis en prison parce qu'ils ont tenu des propos, c'est-à-dire ce qu'on appelle la répression du délit d'opinion. Ils ont émis leur opinion, on les a jetés en prison. Quelle garantie avons-nous que pendant la campagne électorale que le gouvernement togolais s'apprête à ouvrir, il ne va pas encore couper les têtes parce que les gens se sont prononcés sur la mauvaise gestion du gouvernement et seront encore jetés en prison. Donc, c'est une question de bon sens. Et Maître Mandadjaré disait tout à l'heure, il faut que l'opinion internationale entende et fasse tout ce qui est de son pouvoir pour faire revenir à la raison, pour faire entendre raison aux gouvernants togolais. Vous ne pouvez pas mettre en prison des gens qui ont exprimé leur opinion sur la base de la Constitution et en même temps lancer encore une campagne pour dire aux gens, vous pouvez exprimer vos opinions, comme ça vous allez encore les arrêter dans 2 ou 3 mois. Ça, c'est une exigence que la dynamique citoyenne qui se met en place doit réclamer et obtenir très très rapidement. Deuxième chose, et c'est la conséquence de la première, ceux qui n'ont pas été, qui ont refusé la prison, ont dû prendre le chemin de l'exil. Il faut qu'ils rentrent, tous. Je ne cite pas des noms, Dieu sait qu'ils sont nombreux. OK? Il faut que des mesures soient prises pour garantir le retour des exilés politiques. Tous les exilés politiques au Togo doivent pouvoir rentrer au Togo parce que le Togo est une propriété commune de tous les Togolais. Troisièmement, et c'est très important, c'est par rapport aux crimes économiques. Et la dernière en date, c'est la Cour des comptes, une des institutions de notre Constitution qui l'a révélé. Il faut absolument que Faure Gnassingbé, le premier des Togolais, prenne des mesures pour montrer que les révélations, les manques, les révélations de la Cour des comptes en ce qui concerne les manquements dans la gestion des fonds publics ont été entendus et que des corrections ont été prises. Des sanctions doivent être prises et garantir que dans les jours ou mois à venir, s'il y a encore des fonds qui sont mobilisés, ils ne seront plus détournés ou en tout cas utilisés en violation des règles qui régissent la gestion publique au Togo. Et en dernier, il faut absolument, avant d'aller aux prochaines élections, que des réformes institutionnelles soient faites pour garantir la liberté des urnes. Nous savons les raisons pour lesquelles beaucoup de Togolais, c'est chaque fois au lendemain des élections que des chasses aux sorciers sont lancées aux Togolais. Est-ce que nous voulons encore, dans 6 mois, dans 1 an, déplorer encore des fuites en exil parce que les élections ont été truquées, les trucages ont été dénoncés et que le régime, pour faire taire les opposants, ou en tout cas ceux qui sont victimes de ces trucages, les chasse à l'extérieur. Donc, il faut que, au minimum, ces revendications trouvent des réponses appropriées dans les jours, dans les mois à venir. Nous en appelons à la mobilisation des Togolais d'abord
et nous demandons l'appui de la communauté dite internationale pour montrer que le problème togolais a une réponse. La réponse, c'est de faire ramener les gouvernants à la raison. Ce qui se passe au Togo actuellement choque la raison. Ça n'a aucun sens de vouloir imposer toujours aux Togolais une dictature, une démocratie et dictatoriale, j'allais dire. On organise des élections, on empêche la vérité de s'exprimer, on réprime, puis 5 ans après, 4 ans après, on recommence. À quoi cela rime? Je rappelle, en terminant, que ce que ça coûte aux contribuables togolais de participer à ces genres d'élections truquées, ça aurait pu construire quelques hôpitaux au Togo. Si le régime en place, c'est que de toutes les façons, les élections qu'il organise, c'est pour les truquer, ben qu'on reste dans un état monarchique et qui conserve le pouvoir, mais que l'argent consacré, ou en tout cas gaspillé dans des farces électorales, soit consacré à la construction des hôpitaux et des écoles. Merci. Merci à vous également, Coco Philippa Medoudi, d'avoir participé à ce débat citoyen. D'ailleurs, on va revenir très prochainement sur un autre débat citoyen pour revoir cette mobilisation, puisque à chaque action, bien à chaque événement, on réagit, on s'indigne, on subit, on s'organise pas comme il faut. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'on s'organise de nouveau, il faut relancer cette mobilisation. Donc, diaspora togolaise, remobilisons-nous, s'il faut qu'on le dise comme il faut. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avolté. Continuez avec nous en toute résistance sur le 3xradioavolté.com. Bonsoir et bon week-end.